Bonjour chère Annie. Bonjour Annie. Alors je vais te proposer d'inviter à nous rejoindre sur scène les Français qui ont fait le choix d'ouvrir leur cœur et de nous raconter leur quotidien. Je vais demander donc à un certain nombre d'entre eux de me rejoindre sur scène. Il s'agit de Christine Saccardi, infirmière de nuit aux urgences d'Agen. Je vous propose de la soutenir. Arnaud Tauzin, maire de Saint-Savère dans les Landes. Il y a Denis Jacquet, chef d'entreprise de plusieurs structures entre la France et les États-Unis. Claire Gourlahan, vous êtes enseignante de français et d'histoire dans un lycée professionnel du Finistère. Et enfin, Baptiste Gatouya, vous êtes agriculteur betteravier dans l'Aube. Nous vous souhaitons de bons échanges. Le micro marche. Voilà, nous avons eu ce matin une séquence avec des intellectuels qui ont éclairé nos esprits des enjeux principaux que la droite doit regarder en face. C'était des personnalités très qualifiées. Et cet après-midi, eh bien, notre table ronde consacrée au quotidien des Français est dans la continuité parce qu'ils sont des personnalités qualifiées, chacun dans leur domaine. Nous avons un élu local, nous avons une enseignante, nous avons un agriculteur, nous avons une infirmière, nous avons un chef d'entreprise et à eux tous, ils composent les différents paysages du quotidien des Français. Alors nous allons avec eux aborder le constat de leur situation professionnelle, la façon dont ils la vivent, et puis les enjeux qui leur paraissent essentiels et les propositions qu'ils aimeraient nous faire pour améliorer le métier dans lequel ils exercent, mais plus généralement pour améliorer la situation de la France. En effet, vous le savez, chers amis, où que notre regard se porte, nous voyons des difficultés. Que ce soit l'école, ça a été évoqué ce matin par les différents intervenants, notre école est en souffrance, notre école va mal, elle ne va pas mal partout, elle n'a pas des difficultés partout, mais si on porte un regard circulaire sur l'éducation, on voit que c'est un sujet de préoccupation majeur pour les parents, pour les Français, parce que la transmission est en panne, parce que l'autorité est contestée, parce que les différents dangers qui menacent la société, que ce soit l'intégrisme, que ce soit la violence avec le harcèlement scolaire, que ce soit la mise en cause de l'autorité, eh bien, tous ces maux affaiblissent notre école. Alors, on peut dupliquer les choses sur le domaine de la santé. Je voudrais réagir à ce qui a pu être dit ce matin sur le domaine de la santé. Nous avons de très bons spécialistes de la santé. Nous portons la voix des Républicains avec des propositions très précises. Et je voudrais saluer Yannick Neuder, notre collègue député, qui est notre voix avec Philippe Juvin pour porter nos propositions, parce que là aussi, les Français sont en souffrance, notre système de santé est très malade, très affecté, et nous le verrons avec notre intervenante. Et puis l'agriculture, bien sûr, l'agriculture, il y a une formule, un slogan que vous avez en ce moment, qui est de dire produire, c'est nourrir. Je pense qu'il nous faut rappeler aux Français cette évidence que nous avons besoin de nos producteurs, et ce n'est pas Christian Jacob, qui a beaucoup travaillé sur ces questions, qui nous contredira. Et puis, un élu local, le maire de Saint-Sevé. Vous savez que plus de 2000 maires ont démissionné depuis le début de l'année 2022. Comme le dit Gérard Larcher, les communes, c'est la petite République dans la grande. Nos maires tiennent la République. Nos maires font la solidarité, font le lien entre les Français. Ils sont un maillon essentiel. J'ai été maire pendant 15 ans. Je connais votre tâche. Je connais sa difficulté et sa grandeur aussi, et toute son importance. Et puis enfin, un chef d'entreprise, parce que nous avons aussi besoin de porter la voix des entreprises. Vous nous expliquerez en quoi consiste votre métier, mais surtout vos préoccupations. Alors, j'ai une contrainte à vous rappeler. Le temps est compté. Vous avez 4 minutes en gros pour exposer ce que vous avez envie de dire. On a voulu donner la parole à des Français et comme Geoffroy nous l'a dit, nous pensons qu'il est très important d'écouter les Français. Vous avez vu que ces états généraux ont été placés sous le signe de l'ouverture. On aurait pu faire une réunion entre nous, avec des élus et des militants. Nous avons choisi de nous ouvrir, y compris à la critique,
y compris au doute, parce que c'est ainsi, dans la lucidité, que nous pourrons regagner le terrain que nous avons perdu ces dernières années. En tout cas, c'est avec cet espoir que j'ouvre cette table ronde. Alors, je vais donner la parole en premier à mon voisin de droite, Baptiste Gatouya. Vous êtes agriculteur dans l'Aube, et je vous donne sans plus tarder la parole. Merci. Écoutez, bonjour à toutes et tous. Alors, Baptiste Gatouya, j'ai 39 ans. Je suis installé sur une exploitation agricole de grande culture. Donc, pour être assez succinct, c'est des céréales, des betteraves, du chanvre pour le textile et puis d'autres cultures que je fais. Et puis, pour me présenter aussi, donc, je suis père de 2 petites filles, marié à une infirmière, comme bon nombre d'agriculteurs. Et j'ai aussi un passé de syndicaliste agricole au sein des jeunes agriculteurs au niveau départemental et national pendant plus d'une dizaine d'années. Vous dire un petit peu les préoccupations du moment du monde agricole et moi en tant qu'ancien jeune, mais pas encore tout à fait retraité du monde agricole, j'ai envie d'avoir un cadre clair législatif. On a envie de ça dans le monde agricole, c'est-à-dire qu'on ne veut pas des règles qui changent tous les 6 mois, sachant qu'on a des cycles de production qui sont de plus d'une année, voire de 3 à 4 années pour avoir les premiers résultats. Donc on a besoin de stabilité et de cohérence. Cohérence au niveau national, cohérence au niveau européen, ainsi que nos politiques européennes soient en accord avec nos enjeux, c'est-à-dire notre mission première, qui est de nourrir le monde, de nourrir nos concitoyens français et européens. Une alimentation saine, sûre, de qualité, c'est-à-dire que l'acte de production doit rester le premier acte à faire sur nos exploitations. Et depuis une bonne quinzaine d'années, on a plutôt l'impression que c'est l'inverse. On nous demande tout un tas d'autres choses et on avait perdu cet aspect de souveraineté alimentaire, d'acte de production et le fait que l'agriculture, c'est un des piliers essentiels de la nation. Et de quoi que l'on fasse, et dans 15, 20, 50, 200 ans, on aura toujours besoin de se nourrir pour vivre. Donc c'est l'un des maillons essentiels de notre production, donc on a besoin de ce cadre clair. Ensuite, on a besoin aussi de pouvoir répondre, et vous l'avez dit, on l'a abordé ce matin, au défi du renouvellement des générations. C'est-à-dire de pouvoir installer encore et encore dans les prochaines années des jeunes qui reprennent nos exploitations, parce qu'on a aussi besoin de main-d'œuvre, de maillage sur le territoire de notre ruralité, parce qu'on est installé en ruralité, dans nos villages, à proximité des villes, et c'est nous qui faisons vivre ce territoire. Et si on veut éviter d'avoir des déserts médicaux, d'autres déserts, quoi mieux que les agriculteurs pour répondre et garder un maillage fort sur le territoire. Et enfin, l'un des enjeux aussi, c'est la durabilité de nos exploitations. C'est d'arriver à avoir aussi une empreinte sur l'environnement qui est moindre que qu'on a pu connaître. Et on a déjà fait des efforts, mais on a besoin d'être accompagné encore dans ce sens-là. Et la deuxième, c'est comme pour toute autre entreprise. On a su muter après-guerre, on nous a demandé de produire. Maintenant, on a besoin d'autres besoins, c'est-à-dire d'avoir une fiscalité à la fois sur le patrimoine et sur nos exploitations qui soit adaptée au monde moderne et pas comme il y a 40 ans. Merci. Merci pour ce panorama. Si vous deviez faire une proposition qui vous paraît la plus importante, dans quel domaine iriez-vous? Est-ce que c'est le domaine fiscal? Est-ce que c'est toujours compliqué, vous savez, les niches fiscales sont toujours compliquées à obtenir. Est-ce que c'est retrouver la tâche des Français? Les Français aiment leurs agriculteurs et pourtant vous n'avez pas toujours ce ressenti. Alors il y a deux choses. Alors, pour rebondir, on n'a pas toujours ce ressenti, c'est le ressenti médiatique. Et donc nous, on avait toujours voulu aller au contact de la population, et à partir du moment où on va au contact de la population et qu'on explique notre métier, finalement la situation s'inverse et on revient rebooster sur nos fermes. Donc on a pris le pari de plus forcément avoir écho des phénomènes médiatiques, d'y répondre, mais surtout d'aller expliquer notre métier aux gens. Et s'il y a une mesure sur laquelle j'aimerais vraiment avoir un plan ambitieux. Au début, on aurait pu dire des situations économiques, parce que si on gagne notre métier, on installe. Mais à partir du moment où on aura une vraie politique d'installation et de transmission d'exploitation, parce que si on veut pouvoir installer des jeunes, il faut qu'on puisse faire partir dignement
nos anciens, enfin nos retraités avec des retraites complémentaires. Et il y a des choses qui vont dans le bon sens. Et quand on a écouté les corps intermédiaires, ça a été fait. Et je sais que vous n'y êtes pas étranger. Mais l'installation répond finalement à tout ce qu'on a besoin pour l'agriculture. Continuer à avoir une alimentation saine et de qualité, permettre une bonne transmissibilité des exploitations. Donc on aura le facteur économique. Et si on arrive à avoir un marché qui économiquement permet d'avoir un bon revenu, on installera les jeunes. Donc la proposition, c'est d'encore mieux encourager l'installation des jeunes et la transmission des exploitations. C'est un très beau message. Je pense qu'on reviendra sur la question de la transmission qui est tellement essentielle avec notre invitée enseignante. Merci pour ce message finalement d'espoir et d'avenir. Merci à vous. Alors, je vais donner la parole à présent à Claire Gourlaouen, qui est enseignante de français et d'histoire dans un lycée professionnel du Finistère. Nous partons en Bretagne. Alors, Claire. Donc, bonjour à tous, donc, je m'appelle Claire Gourlaouen, j'ai 35 ans. Je suis entrée dans l'éducation nationale il y a une dizaine d'années, d'abord en faisant des remplacements. Donc je vivais à Paris à l'époque, j'ai fait des remplacements, j'ai beaucoup travaillé dans le public, où j'ai été en fait recrutée pour être prof de lycée pro, sachant qu'en lycée pro c'est bivalent, le prof de maths fait aussi les sciences et le prof de français fait de l'histoire. Et j'ai passé le concours dans le privé parce que je suis bretonne d'origine et donc je m'étais dit qu'éventuellement un jour, si je voulais rentrer chez moi, eh bien, ce serait plus facile. Donc tout ça pour dire qu'en 9 ans, j'ai travaillé dans 14 établissements scolaires, privés et publics, à Paris, dans le public et dans le privé, et en Bretagne actuellement depuis 2 ans, dans le plus gros groupe scolaire de la ville de Quimper. 9 années pendant lesquelles j'ai beaucoup discuté avec les différents enseignants que j'ai rencontrés, avec des gens de 60 ans qui m'expliquaient qu'ils avaient vu ce ministère s'effondrer. Et 10 années pendant lesquelles j'ai aussi lu à peu près tout ce que je trouvais sur le sujet, parce qu'avant d'avoir été, comme tout le monde, hein, avant d'avoir été enseignante, j'ai aussi été élève, et j'ai été il y a 20 ans l'élève d'un système scolaire que je ne comprenais pas, et je suis aujourd'hui le maillon d'un système scolaire que je ne comprends toujours pas, et qui, à mon sens, marche sur la tête. Je voudrais quand même rappeler que c'est un très beau métier, c'est un métier avec un idéal au service de la société dans lequel on peut se lever le matin pour parler d'un sujet qui nous intéresse, dans lequel on peut parler de l'actualité. J'aime beaucoup le programme de terminale qui me permet de parler avec des jeunes de toute l'histoire du XXe siècle, qui est pour moi aussi l'héritage que mon grand-père m'a transmis. Donc c'est un beau métier qui va recruter dans les années à venir puisqu'il va y avoir 300 000 départs à la retraite. On a actuellement 1 200 000 personnes, donc 52% des fonctionnaires français qui sont enseignants. On a donc 1 200 000 personnes, 850 000 enseignants et 350 000 personnels administratifs. On va avoir 300 000 départs à la retraite. Et aujourd'hui, quand vous allez dans une salle de classe et que vous demandez aux élèves qui veut être prof, eh bien moi j'ai 35 ans, il y a 20 ans, il y avait toujours quelqu'un qui voulait, il y avait une fille qui voulait être institutrice, il y avait une fille qui voulait être infirmière, et puis il y avait le gars qui était bon en maths qui disait moi je veux être prof de maths. Eh bien aujourd'hui, plus personne ne veut être enseignant. Voilà, malgré 4 mois de vacances. Donc il va y avoir ça va être très grave dans les années à venir. Moi je pense que la crise de recrutement pour l'instant elle n'a pas encore commencé. Alors pourquoi ? Parce que c'est un métier qui est quand même assez... c'est un beau métier dans lequel on fait de très belles rencontres, mais c'est un métier qui est très difficile, dans lequel les 18 heures de présence, finalement, c'est un 45 heures semaine. Alors, mon collègue m'interrogeait tout à l'heure sur le pacte enseignant. Moi, honnêtement, je ne vais pas l'accepter parce que je considère que je travaille déjà énormément. Je ne vois pas comment je peux faire plus. C'est également un métier dans lequel on nous demande de plus en plus de ne plus être prof, mais de réaliser des tâches annexes, c'est-à-dire d'être secrétaire, assistante sociale, infirmière et autres, peu importe que vous soyez dans le public ou dans le privé. C'est un métier dans lequel beaucoup d'enseignants considèrent qu'il n'y a plus, que ça ne fait plus sens. Pourquoi ? Parce que la logique du prof, c'est quand même d'essayer d'amener ses élèves intellectuellement le plus loin possible. Et aujourd'hui, on a des programmes scolaires et des épreuves du bac qui ne sont pas en adéquation avec nos objectifs. Donc le problème, en fait, selon moi, c'est la logique égalitariste qui a fait baisser le niveau, c'est-à-dire qu'on a voulu amener tout le monde au bac. Alors, qu'on ait fait augmenter le taux de réussite au bac ne me dérange pas.
il y a sans doute des élèves à qui on a permis d'accéder à une certaine émancipation, mais je pense qu'on est quand même allé un peu trop loin et qu'on va avoir des questions à se poser dans les années à venir. Voilà. Je voudrais également dire juste un point. On parle beaucoup, quand on parle de l'effondrement du français, de l'orthographe. Alors je ne sais pas dans cette salle s'il y a des gens qui sont capables de gagner la dictée de la Sorbonne. Moi j'avais beau y participer tous les ans, ce n'était pas mon cas. Tout ça pour dire que ce n'est pas que l'orthographe. C'est aussi des phrases qui, pour beaucoup d'élèves, que ce soit en lycée général, en lycée technologique, en lycée pro, moi je travaille en lycée pro, mais j'ai travaillé dans le dernier lycée dans lequel j'étais à Paris, dans le 6e, il y avait 100% de mentions en lycée technologique, j'avais des classes de première STI 2D, des enfants de très beaux quartiers. Ils n'étaient pas non plus très bons à l'écrit. Il faut arrêter de croire que c'est uniquement dans certains quartiers, dans certains milieux. Je pense qu'il y a eu un effondrement, non pas une baisse du niveau, mais un effondrement du niveau. Et en français, ce n'est pas que l'orthographe, c'est aussi les phrases, c'est aussi de plus en plus d'élèves qui n'arrivent plus à développer. Et puis, surtout, un effondrement de la culture commune, de la culture historique et de la culture littéraire de nos jeunes, qui nous interrogent aussi eh bien, tout simplement sur ce que nous sommes. Est-ce que nous sommes français et comment, sur les bancs de l'école de la République, que ce soit dans des lycées publics ou dans des lycées privés sous contrat d'association avec l'État, comment est-ce qu'on fait pour transmettre cette culture-là et l'héritage que nous avons reçu de nos pères aux jeunes générations. Merci, merci beaucoup Claire. Donc ce que je lis en creux dans votre propos, c'est quand même la mise en cause d'une politique scolaire très défaillante. Bon, chacun connaît le nom de notre ministre de l'Éducation nationale. Quel est votre regard sur la gestion politique de l'Éducation nationale? Alors, en quelques mots. Pour moi, peu importe que ce soit Pape Ndiaye, Jean-Michel Blanquer ou d'autres, je pense que ces gens-là sont des attachés de presse qui n'ont que très peu de pouvoir. Je pense que l'une des personnes les plus importantes en France est la personne qui préside le Conseil supérieur des programmes. Je crois aussi que c'est un ministère qui sera difficile à réformer, mais qui, à mon sens, est plus facilement réformable qu'à l'hôpital. Parce qu'à l'hôpital, c'est une question d'argent avant tout. Alors qu'à l'école, je pense qu'il y a quand même un prisme idéologique et il y a des choses qu'on pourrait faire. Je vous invite, si vous ne savez pas quoi faire demain, à consulter les sujets de bac qui sont tombés cette semaine. En philosophie, au lycée général, en français, c'était des sujets qui étaient intéressants. Après, voilà, la question se pose de savoir comment ils seront notés, mais c'était intéressant. Par contre, si vous voulez avoir peur, je vous invite à regarder ce qui est tombé mardi au bac professionnel en histoire-géographie. Donc, c'est-à-dire des épreuves de géographie et de MC qui étaient totalement vides, comme d'habitude, et un sujet de français dans lequel Charles de Gaulle, dans ses mémoires d'espoir, s'exprimait sur les 30 Glorieuses, la société de consommation, et puis une photo de l'hypermarché Carrefour, premier hypermarché Carrefour en France en 1963 dans l'Essonne. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas inintéressant, mais je pense qu'il y a des choses qui devraient être abordées avant ça. Et... Je pense en effet que quand on évoque la figure du général de Gaulle, il y a sans doute matière à en dire autre chose. Merci Claire. Alors je donne à présent la parole à Arnaud Tauzin. Arnaud, vous êtes maire de Saint-Sevin, une commune de 5000 habitants dans les Landes. Et on parle beaucoup des élus locaux en ce moment. Quel est votre vécu de maire, Arnaud? Est-ce que vous êtes un maire heureux? Est-ce que vous êtes un maire qui connaît l'agressivité de ses concitoyens? Est-ce que vous arrivez à conduire les politiques que vous souhaitez mener pour le bien de vos concitoyens? Parlez-nous un peu de votre fonction. Je suis un maire heureux. Les prochaines élections, c'est dans 2 ans et demi. 100% d'entre vous ont le profil pour être candidat aux élections municipales. C'est toujours une élection d'équipe et c'est maintenant que ça se prépare. Je m'étais promis de le dire. C'est une excellente introduction à la matière. J'espère que tout le monde l'a entendu. Et en particulier les jeunes. C'est le conseil que je donne toujours aux jeunes qui viennent me voir et qui me disent « j'aimerais faire de la politique, qu'est-ce que je dois faire ?» Je leur dis toujours « engagez-vous dans un mandat local ». Moi, j'ai été candidat à 30 ans, j'ai perdu. J'ai été recandidat dans la même commune de gauche à 38, à 36 et j'ai gagné. Donc il faut s'y engager très tôt. C'est vraiment le plus beau des mandats. C'est pour autant, au quotidien, un mandat où on est je dirais, soumis à ce que l'administration française, le carcan dans lequel on vit, l'absurdie, est caricatural. Je vais vous citer 3 exemples. Le premier, cette semaine, j'ai un agent très compétent qui est venu nous voir en nous disant
je suis débauché par une entreprise privée qui me propose 300 € net de plus, qu'est-ce que vous pouvez faire? Le statut de la fonction publique ne permet pas de lui donner plus parce que c'est ou par ancienneté ou par concours qui peut évoluer. Il dit à ma DGS, je suis prêt à quitter le statut de la fonction publique, est-ce que vous pouvez m'embaucher sous statut privé? Eh bien, on ne peut pas faire de CDI dans une commune, il faut un régime dérogatoire qui est compliqué et on peut proposer que des CDD de 3 ans renouvelables une fois, transformables en CDI au bout de 6 ans. Donc avec ce système-là qui date de la Libération, on ne peut pas faire face aux besoins, à la pénurie de main-d'œuvre qualifiée et aux besoins de donner de la méritocratie, de rémunérer aux compétences telles qu'il le faudrait. Donc il y a besoin, si on revient au pouvoir en 2027, d'avoir une totale nouvelle approche du management et des rémunérations de nos fonctionnaires. Et je pense que dans les communes, une grande partie des personnes devraient pouvoir être recrutées sous statut privé. On est policier municipal, on doit être fonctionnaire. On est en charge des élections, on doit être fonctionnaire. On travaille aux espaces verts, on doit être sous statut privé. Ça, c'est la première témoignage. Le deuxième témoignage, parce que je pense que l'écologie positive, concrète, c'est les maires de droite qui la mettent en œuvre au quotidien. Je suis le seul maire LR de mon département, malheureusement. Le premier écoquartier, il a été déployé sur ma commune. La première centrale photovoltaïque de l'ancien canton, on va le mettre sur ma commune en place. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. On a enfin presque fini les étapes administratives. Mais on est traversé par la Dour, qui est un fleuve. On a fait des études techniques. Il y a un barrage sous le pont. Et en fait, il y a le débit pour pouvoir alimenter une microcentrale hydroélectrique avec laquelle on pourrait alimenter toutes les chambres froides du pôle agroalimentaire qu'on a sur place. Donc en circuit court, une énergie verte. Il y a une passe à poissons. Je vais voir la DDTM et l'État me dit « Ah oui, mais c'est un cours d'eau qui est classé lieu de reproduction des poissons migrateurs, des saumons. Et donc ça va être très compliqué, ça mettra au moins 5 à 6 ans à pouvoir voir le jour si on y arrive. Si on veut produire de l'énergie verte, il va falloir à un moment que la production d'énergie soit prioritaire par rapport à la protection de la nature telle qu'elle est envisagée par une certaine vision idéologiste du ministère et du pouvoir en place aujourd'hui. Et enfin, pour les violences faites aux élus, l'été dernier, un dimanche à 14 h, je suis appelé en urgence par celui qui gère la piscine et le camping sur ma commune, parce qu'il y a des gens du voyage qui arrivaient sur ma commune. On y allait avec 2 adjoints essayer de s'interposer, on a refermé devant eux le portail, et là, le chef du village de cette communauté d'une centaine de voitures me dit « Monsieur le maire, vous ne devriez pas faire ça ». Et donc on s'interpose, « Non, non, monsieur le maire, il ne faut pas faire ça ». On s'est retrouvé bousculé, mon doyen qui était avec moi jeté au sol, ils m'ont pris par les pieds pour me jeter dans le décor, et donc on n'a pas pu empêcher le fait qu'ils rentrent. Et je vous donne ce témoignage pour 2 choses. On a déposé plainte, aucune poursuite, aucune enquête, même pas une contravention sur aucun des 100 véhicules qui ont été pendant une semaine là illégalement. Et pourquoi ils l'ont fait? Ils l'ont fait sur ordre. Le préfet, il est aux ordres de celui qui lui commande, hein, c'est-à-dire le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur. Et pire que ça, le mardi soir, on avait tout fait pour qu'il soit expulsable. Et donc, il y avait un arrêté préfectoral d'expulsion le mardi soir. J'appelle le sous-préfet pour lui dire qu'allez-vous faire? Et dans mon dos, le mercredi, ces gens du voyage qui étaient là illégalement ont été reçus par le sous-préfet pour dealer avec eux dans mon dos, qui reste jusqu'au dimanche. C'est ça la France de Darmanin. Quand on est de droite et qu'on trahit son camp pour aller servir la gauche, on finit par mettre en place une politique de gauche. Voilà qui est dit. Alors Arnaud, je voudrais vous faire réagir à un propos d'Olivier Babot ce matin, qui a dit la chose suivante: ce contrôle du quotidien, il dénonçait ce contrôle du quotidien qui consiste à déterminer notre bonheur au lieu de nous donner les moyens d'y accéder. Qu'est-ce que ça vous inspire est-ce que la traduction de cette opinion, vous la vivez dans votre mandat de maire? Oui, on a en permanence des normes qui arrivent, des demandes, des politiques nationales, notamment sur l'urbanisme.
L'État nous impose de réduire de plus en plus les zones constructibles, comme si au fond, on ne fait pas confiance à l'individu. On a reçu mandat de nous administrer. Donc quelque part, un maire, il est sous le contrôle permanent des gens qui l'ont élu. Mais pour autant, l'administration, le pouvoir central ne fait pas confiance au maire. Et donc il faut tout régir. Par exemple, le zéro artificialisation nette est un système que je ne comprends pas. Moi, j'ai mis dans mon schéma directeur des eaux pluviales, toute eau de pluie, si on artificialise un sol, si vous mettez une maison sur un terrain, il faut qu'elle soit collectée à l'échelle de la parcelle. Donc ce qu'on a connu dans les années 80-90, où l'artificialisation peut donner lieu à des inondations, ne peut plus avoir lieu aujourd'hui. Dans le même ordre d'idée, on nous dit mais il faut sauver les terres agricoles. Mais moi, dans ma commune, on perd des terres agricoles, non pas par l'artificialisation, mais parce qu'il n'y a plus d'agriculteurs pour exploiter certaines terres qui sont plus rentables. Et pourquoi elles sont plus rentables? Parce qu'on ne peut pas développer l'irrigation. On peut de plus en plus difficilement remembrer. Donc il va falloir qu'on définisse des vraies politiques publiques, priorité à retrouver une balance commerciale agricole positive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on achète plus de produits agricoles à l'étranger qu'on en produit si on sort les vins et spiritueux. Et donc pour ça, il faut une inversion totale des normes. Moi, je veux un État qui s'occupe des grands objectifs à définir et qui confie aux maires le comment on y arrive. Très bien, merci beaucoup. Merci Arnaud. Alors je veux à présent donner la parole à Christine. Christine est infirmière de nuit aux urgences. Vous savez que la santé a beaucoup défrayé la chronique ces dernières années. Bon, bien sûr, il y a eu la crise sanitaire, mais de façon générale, on voit bien que notre système de santé est profondément altéré, profondément atteint. Ces personnels sont découragés, sont exposés à des charges de travail de plus en plus conséquentes. Les urgences en particulier sont complètement saturées. Les médecins manquent dans les territoires, ruraux ou urbains. Et c'est pourtant le premier service que la population attend de ses dirigeants, la santé. Alors, je vais, Christine, vous donner la parole pour que vous puissiez nous éclairer sur ce point. Je vais essayer de synthétiser, mais j'aurais tellement de choses à dire. Donc, une infirmière, un infirmier, qu'est-ce que c'est au départ? Pour beaucoup de gens, c'est on va faire 3 piqûres, 2 pansements. Super. C'est pas tout à fait ça. On nous demande aussi d'être agent d'accueil, agent de sécurité, secrétaire, ASH, aide-soignant, sous-médecin. On va avoir le droit de prescription sur des radios, sur des médicaments, sur des actes. Sauf que il y a 3 années d'études, on nous donne beaucoup de responsabilités, on doit avoir de multi-compétences, on travaille le dimanche, jour férié, on travaille la nuit, on nous appelle systématiquement pour revenir travailler. Il faut savoir qu'on a une espérance de vie de 6 ans et demi de moins que la moyenne. Et un infirmier qui débute dans la vie, il touche 144 € bruts de plus que le SMIC. C'est aberrant. C'est complètement aberrant. Il y a un deuxième souci aussi, c'est au niveau de la formation. Alors la formation, depuis 3 ans maintenant, elle se fait par Parcoursup, ou peut-être un peu plus. Il faut savoir que Parcoursup, on vous donne un droit d'entrée par rapport aux notes que vous avez eues, par rapport à vos appréciations. Infirmière, c'est un travail sur le terrain, c'est un travail auprès de l'humain. Ce n'est pas un travail sur des papiers. On accepte des gens, on a beaucoup de gens qui viennent en formation et qui, au cours de la formation, vont partir. Il y a un équivalent à peu près de 30% qui abandonnent pendant la formation. Et il faut savoir aussi que ces dernières années, on a un abandon du travail d'infirmière dans les 5 ans qui suivent l'obtention du diplôme. Vous vous rendez compte en fait de tout ce gâchis, toutes ces places qui étaient disponibles pour des gens qui auraient eu les moyens, qui étaient vraiment investis, qui avaient envie. Donc le conseil, il est assez... Quelle en est la raison majeure selon vous? Alors franchement, en tout premier, quand on écoute les collègues, c'est le salaire par rapport au travail. Ça, c'est vraiment la première des choses. Et peut-être aussi un ras-le-bol de s'occuper aussi des patients qui viennent, qui n'ont rien. Ils viennent parce que
leur enfant a le nez qui coule depuis le matin, ils ont un 38, ils ont mal au ventre. Ils n'ont plus personne n'a le droit d'être malade. Dès qu'on a un petit boubou, on court chez le médecin, on court aux urgences. Ça nous prend énormément de temps. En fait, ça nous bouffe le temps qu'on pourrait prendre auprès des patients qui en auraient vraiment besoin. Ça prend aussi le temps auprès des médecins, puisque bien évidemment, maintenant, il faut être malade sur rendez-vous, avec 15 jours d'avance. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mais parce qu'en fait, on est satellité par tous ces gens qui vont chez le médecin en systématique pour un oui, pour un non. Et c'est vrai que de là, j'aime... Eh oui. Et de là, j'aimerais tellement qu'on fasse de l'éducation à la santé, nom de Dieu, mais très rapidement. Alors, je disais un petit truc tout bête. On fait, je ne sais pas si tout le monde est au courant, des cours d'accouchement sans douleur. Sans douleur, ça fait toujours mal. Pourquoi, sur ce temps-là, on ne prendrait pas le temps de faire de l'éducation parentale? Expliquer aux parents qu'un enfant, ça pleure. Ça peut avoir des colites, mais si ça a de la fièvre, on ne s'affole pas de suite, il y a des mesures à prendre. Et je pense que ça serait un effet boule de neige. Pendant le Covid, on avait fait plein de petits spots d'information par rapport aux gestes barrières et tout ça. Ça a fonctionné. On a fait aussi par rapport aux antibiotiques. Ce n'est pas systématique, ça marche. Ça prend du temps, mais ça marche. Voilà. Moi, je voudrais vous interroger sur l'importance de la technocratie à l'hôpital. On a le sentiment qu'une grande part de votre travail est désormais dédiée à des tâches administratives au détriment du soin dispensé aux patients. Est-ce que c'est aussi votre regard? Est-ce qu'il y a là des marges de manœuvre possibles pour retrouver du temps de soins au détriment du temps administratif qui a envahi nos vies d'une façon déraisonnable, excessive, paralysante? On le dit beaucoup sur l'hôpital. Quel est votre regard sur ce point? Alors, les tâches administratives, c'est vrai qu'elles sont de plus en plus importantes parce que, en fait, ça s'appelle la traçabilité. Le moindre truc, il faut tracer, il faut écrire. La moindre chose que le patient a dit, il faut l'écrire. Parce qu'il faut savoir que ce ne sont plus des patients, mais des clients. Ils le savent, ils le disent. Je paye, vous me devez, vous faites. Je veux mon arrêt de travail, je veux ma radio, je veux tel et tel médicament. Donc, on est obligé de tout tracer. La moindre chose qu'on fait, on va poser une voie veineuse, on va mettre un perfalgan, Et après, il y a les statistiques qui sont importantes, soit, je le conçois. C'est vrai que tout ça, ça nous prend énormément de temps. Ce qu'on appelle les FEI, les feuilles d'événements indésirables, on n'a pas le temps. Il faut faire des FEI parce qu'on a du matériel qui ne fonctionne pas, il faut faire du FEI parce qu'on s'est fait insulter, il faut faire des FEI parce que... On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de faire tout ça parce que déjà, on n'a pas le temps auprès du patient. Ce changement de mentalité que vous évoquez, le patient qui devient un client, je crois que c'est un mouvement assez général dans la société. Vous devez l'observer aussi en tant que mère et peut-être aussi en tant qu'enseignant, où il y a une exigence de la bonne note. Finalement, et ça a été dit ce matin dans les tables rondes, l'État, normalement, est le garant du bien commun. Est-ce que vous avez l'impression que ce bien commun, il est encore un idéal collectif, les uns et les autres? Alors, en ce qui concerne les parents, en fait, la plupart des gens ne nous posent pas de problème, mais les quelques-uns qui se plaignent, ce sont forcément ceux qu'on entend le plus. Alors, je suis assez sidérée depuis le Covid par le nombre de gens qui exigent dorénavant l'intégralité des cours en ligne, comme si les enseignants étaient en effet à leur service. On a vraiment l'impression qu'on est au service d'eux. J'ai un collègue il y a quelque temps qui est prof depuis 40 ans et il me disait il y a 40 ans, quand on me demandait quelque chose, c'était « est-ce que tu veux bien ?» Et aujourd'hui, c'est très différent. C'est tu fais ça. Nous sommes en effet, nous sommes situés en bas de l'échelle sociale. Pour ce qui est des parents, l'affaire Samuel Paty, ça a commencé par une jeune fille qui s'est plainte auprès de son père et son père qui a fait une vidéo. Alors après, en effet, il y a eu autre chose, mais moi j'attendais à l'époque un geste fort de la part du ministre de l'Éducation nationale et j'aurais aimé qu'on réduise le rôle des parents au sein des établissements scolaires. Je ne comprends pas.
fait, je ne comprends pas pourquoi les parents, alors ça va vous sembler anecdotique, hein, mais pourquoi les parents sont présents au conseil de classe pour écouter ce que l'on dit sur les enfants des autres. C'est un détail, mais c'est un détail qui me dérange. Voilà, il y a des choses comme merci. Arnaud, cet esprit d'exigence du service, vous le vivez également dans votre commune? Ou est-ce que le maire a aussi un rôle d'éducation finalement de ses administrés? De toute façon, on se fait engueuler à longueur de journée. On dit que le maire est l'élu à portée de baffe. Oui. C'est toujours vrai. Mais nous, mais aussi les agents d'accueil. Il y a une chose qu'on peut maîtriser, une chose qu'on ne maîtrisera pas. Les notions de respect de l'autorité, une forme de bienveillance, de courtoisie, se sont perdues depuis quelques générations. Il faut le prendre comme un état de fait. On va vivre avec, et si on veut que ça change, il faut un changement de valeur profond. Et c'est ce qui était évoqué ce matin, c'est-à-dire rappeler que derrière un droit, il y a forcément avant tout un devoir qui permet l'exercice de ce droit. Moi, je pense que la seule chose que nous, élus, on peut essayer de mettre en place, c'est une forme de démocratie participative, même si j'aime pas le mot, c'est d'associer le plus en amont possible, en permanence, ceux qui vont être concernés par le changement à sa mise en œuvre, pour essayer de désamorcer les blocages. Et le deuxième, c'est d'être exemplaire. Est-ce que vous avez le sentiment, comme le sociologue Norbert Elias, dont il a été aussi question ce matin, que nous vivons une époque de décivilisation? Vous évoquez les agressions à l'égard des agents, mais on voit bien que la société est devenue violente. Notre président Éric Ciotti ce matin disait qu'il y a aujourd'hui 1000 agressions par jour. Et puis les exemples de perte de civilité se multiplient. Est-ce que vous l'observez également dans votre exercice Mais à 2 mois des élections, la place principale a été taguée de Tauzin FDP et Tauzin NTK, quoi. Enfin, fils de pute et nique ta mère. Donc, et pourtant, Saint-Sevé, c'est tranquille comme cité. Mais moi, je crois qu'on ne s'en sortira que si les élus et les responsables, on est conscient qu'il faut qu'on soit exemplaire. Moi, même partout où je suis invité sur ma commune, je paye mon entrée comme tout le monde. Et ça finit par se dire. C'est un détail, hein. Mais qui parle, c'est un détail qui parle. Toutes les figures d'autorité, si on veut sauver la civilisation et la rétablir, on doit être plus exigeant. Encore, il faut qu'on vise l'excellence. Il n'y a que comme ça qu'on peut tirer vers le haut la société. Merci Arnaud. Bien, pour terminer ce tour de table, je vais donner la parole à présent à Denis Jacquet. Denis Jacquet, chef d'entreprise entre la France et les USA dans le domaine du numérique. Denis, à vous la parole. Merci. Bonjour à tous et à tous. Pas tous les jours qu'on passe au cirque d'hiver, donc je ne vais pas bouder mon plaisir. Je vais essayer de parler de moins de 2 heures, mais pour préserver un peu ce plaisir. 4 minutes, d'accord. Donc 2 heures et 4 minutes, merci beaucoup. Donc du coup, peut-être par rapport à l'humoriste qui est passé tout à l'heure, j'ai remarqué qu'il y avait une capacité d'autodérision, donc je vais en abuser un petit peu pour m'exprimer auprès de vous. La première chose qui est intéressante, c'est que ce qui est très en vogue chez les entrepreneurs, avant qu'on parle des mesures avant, c'est de se dire que depuis 30 ou 40 ans, on est gouverné par des professionnels de la politique. On se demande, ce ne serait pas le moment d'être gouverné par des amateurs quand on voit les résultats. Et donc, du coup... Vous savez qui a dit « soyez fiers d'être des amateurs ». Oui. Bon, mais pas tout à fait notre idéal. On en a un semi à la tête de l'État aujourd'hui, donc on voit ce que ça peut donner aussi. Donc, ce n'est pas toujours brillantissime. Mais juste auprès des différentes personnes qui sont là et qui décident des choses à venir. Moi, dans 3 ans, j'aurais vendu ma boîte. J'ai quitté la France pour toutes les raisons qui font qu'aujourd'hui, on a ce débat aujourd'hui. Mais j'aurais vendu, il me restera du temps disponible, on est entrepreneur, et finalement des gens un petit peu connectés au territoire, qui viennent de province, qui sont entrepreneurs, qui ont une vision un petit peu globale des choses. Si on peut être à disposition et servir à quelque chose dans 4 ans, rebâtir une maison et vous la laisser 5 ans plus tard, juste pour mieux la remeubler, on est à disposition. Bon, voilà, donc je viens de me faire un ennemi d'à peu près tous ceux qui voulaient être candidats dans 4 ans, mais ça peut être une chose effectivement à envisager. Donc, deuxième chose qui me paraît au-delà de la plaisanterie, on a toujours été très surpris de voir que la plupart des mesures utiles pour l'entrepreneuriat dans ce pays ont été prises par des gouvernements de gauche. C'est quand même un paradoxe hallucinant. Quand on a fait le mouvement des pigeons pour s'opposer à Hollande en 2013,
On n'a jamais passé autant de mesures à un gouvernement avec la gauche qu'avec la droite. À chaque fois qu'on a voulu faire des mesures tous ensemble, avec cette famille qu'on estime la nôtre, c'était toujours non, c'est pas possible. Et donc à un moment donné, il faut que la droite accepte que dans ses valeurs, dans le libéralisme, il y a l'idée de défendre ses entreprises. Pas les grandes, les petites. Les grandes n'ont pas besoin de qui que ce soit. Essayez de réfléchir. Moi, je viens d'un petit bled dont je parlerai dans 1 minute, de 25 000 habitants, rural, de Basse-Normandie, où on a fui pendant la guerre. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Même là où les services publics démissionnent et s'en vont, quel est le dernier bastion qui fait survivre la commune? C'est l'entreprise, c'est le commerçant. C'est la dernière sentinelle, c'est le dernier grognard, c'est le dernier qui reste sur le territoire. Donc, défendre ces petites et moyennes entreprises n'a rien de honteux. La deuxième chose, c'est, pour moi qui vis aux États-Unis, quand Musk fait quelque chose, la terre entière se lève, mais les États-Unis en premier. Quand on agresse Bernard Arnault, on a l'impression que tout le monde tourne la tête. Pourquoi? On veut qu'il soit ailleurs, on veut qu'il quitte son entreprise. Donc, je pense que la droite, quand ces entrepreneurs qui font la gloire de la France sont attaqués, elle doit être là pour les défendre. Une politique de droite, c'est pas de défendre les riches, c'est d'enrichir les pauvres. Voilà. Et quand on soutient les entrepreneurs, on enrichit les plus pauvres. Troisième et dernier élément, parce que nous, on vit dans une société, donc on est dépendant de ce que vous décidez en termes politiques. La dernière chose, c'est qu'effectivement, Macron a tué la droite et la gauche. Pourquoi? Parce qu'elles étaient trop faibles. Mais en même temps, c'est un président qui vit sur des ruines et qui y retournera. Et heureusement pour nous. Bon. Mais néanmoins, aujourd'hui, il faut rebâtir quelque chose de fort et il faut là aussi être près de ses valeurs. Alors, maintenant sur les mesures d'entreprise. La première chose, l'héritage dont vous devez absolument vous débarrasser, il vient de notre ami et regretté, parce que je pense que collectivement tout le monde a gardé un souvenir incroyable de lui, le principe de précaution de Jacques Chirac. Quand allons-nous nous débarrasser du principe de précaution? Aucun des pays innovants dans le monde n'a un principe de précaution. Et je vous demande de retenir une phrase très belle, parce que comme Olivier Babot, j'aime bien les belles phrases qu'on retient, les catchphrases, comme disent les Anglais. Tous ceux qui ont fait de la précaution un principe ont fait de la réussite une exception. Je peux la refaire? Ça intéresse quelqu'un? Bon. Donc, la première chose, supprimer le principe de précaution. Aucun pays ne peut faire de l'innovation avec de la précaution, ça n'existe pas. La deuxième chose, à nouveau très surprenante, quand on a fait les pigeons, on s'est retrouvé à Bercy avec Benoît Hamon, Pierre Moscovici, Arnaud Montebourg, des gens qui ne savaient même pas la signification du mot entreprise. Bon. Donc on a dû déjà leur expliquer ce que c'était qu'une entreprise. Ça a pris quelques heures. Bon. Et au bout d'un moment, quand on leur a dit mais la plus-value de cession, c'est une aberration, après 2 heures d'explication, ils disent si on nous avait expliqué, on ne l'aurait pas fait. Ça vous donne une idée de qui nous gouverne. Bon. Et donc quand on a fait ça ensuite, Montebourg a fini par comprendre, et ça a été le premier ministre de gauche qui a commencé à se dire mais les achats de l'État, 100 milliards, ça ne pourrait pas servir à créer des champions européens? Et là, tout de suite, on a dit mais non, le code ne le permet pas, les règles de la concurrence ne le permettent pas. On a pris l'UGAP, la centrale d'achat de l'État, et en 3 ans, on a fait rentrer 400 entreprises qui n'avaient même pas de bilan, qui étaient innovantes et qui sont devenues des super boîtes aujourd'hui. Avec 100 milliards, vous n'avez pas envie qu'on s'achète un avenir? Plutôt que d'engraisser effectivement toujours les mêmes qui font des projets qui démarrent à 100 et qui finissent à 200, hein, tous les projets informatiques de l'État qui ne fonctionnent jamais, on a, comme aux États-Unis depuis 30 ans, moi j'ai vu tous les jours pendant 5 ans à Washington, il y a 15 ans quand j'y étais déjà, des boîtes passer de 100 personnes à 5000 personnes en 3 semaines. C'est ça comme la façon de créer des champions. Et dernière chose, quand vous demandez à un chef d'entreprise, alors qu'est-ce qui ne va pas en France? Oh mon brave monsieur, les charges, la fiscalité, les normes. Bien sûr, c'est juste une connerie monumentale. Les normes, à un moment donné, tous nos élus devraient penser non pas à comment rajouter une norme de plus, mais comment organiser le pays pour qu'on ait une norme de moins. Bon. Et donc, comment est-ce qu'on fait ça? De façon extrêmement simple. Il suffit effectivement, aujourd'hui, de dire que si on utilise ces achats de l'État, et qu'on supprime les normes, il faut savoir d'abord au service de quoi c'est. Donc il faut une vision, il faut une ambition. Est-ce que quelqu'un dans cette salle est capable de m'expliquer quelle est la vision et l'ambition de la France aujourd'hui? Le quantique, on y est. L'espace, on y est. L'intelligence artificielle, on y est. Tous les sujets qui font le monde d'aujourd'hui.
appartiennent à ceux qui vont faire le monde de demain, la Chine, les États-Unis, pas la France, pas l'Europe. Pourquoi? Et nous, encore hier, on prend avant-hier une législation européenne qui veut réguler la data, qui veut réguler... C'est une politique de défenseur, on a besoin d'une politique d'attaquant. Donc ayons de l'ambition, pas pour les entreprises, pour la France. Et donc cette vision, cette ambition, elle est indispensable et il faut vraiment la porter au plus haut point aujourd'hui. Merci Denis. J'ai une dernière question. Est-ce que l'avenir des entreprises est dans la dérégulation? Vous avez 10 secondes pour répondre. Parce que vous êtes un champion de la dérégulation, mais ouais. Voilà. Vous savez, je me souviens, j'étais encore en France, je crois que c'est Nicolas Sarkozy, c'était pour une norme nouvelle, on va en supprimer 5. Personne n'y est jamais arrivé. Vous voulez compter combien on en a empilé depuis? Donc, et on en a supprimé très peu. La dérégulation, c'est synonyme d'une chose très simple, c'est qu'on n'a pas confiance dans ces acteurs. Quand on veut tout réguler, c'est qu'on ne leur fait pas confiance. L'essentiel de la technocratie est de gauche. L'essentiel de la technocratie est de gauche, leur politique de gauche, et comme en plus ils ne la comprennent pas, ils la régulent. Donc, parmi les mesures qu'il faudrait, quand vous arrivez au pouvoir, supprimer l'inamovibilité des hauts fonctionnaires pour avoir votre propre administration et faire ce que vous avez décidé de faire. Merci à chacun. Faire confiance. Merci, très belle conclusion. Chère Annie Genevard.